Bonsoir à toutes et tous. Merci de regarder cette vidéo de plus sur notre actif. Pour vous les Guinéens et sur vous les Guinéens. Et j'espère que ce sera d'une bonne utilité. Mes chers frères et sœurs, moi j'ai toujours été de ceux qui pensent que il y a des choses toutes simples, mais qui auraient pu être très très importantes pendant des décennies peut-être pour la vie dans notre pays, qui auraient pu être très très utiles à nous, aux individus mais aussi au pays et qui n'ont malheureusement pas été faites pendant les 10 années que le professeur Alpha Condé vient de passer à la tête de notre pays. Des choses qui auraient pu être décidées, qui auraient pu être matérialisées sans que cela ne bouscule aucunement l'ordre de la chronologie de ces priorités que lui-même il s'était établi en fonction des besoins de pays que lui il avait estimés en tant que président. Et ces choses-là, ça concerne les jeunes. Moi, c'est tout ce qui m'a toujours inquiété, les jeunes, le devenir des jeunes. J'ai fait quelques années de radio, et ceux qui m'ont toujours écouté savent que j'ai toujours mis la jeunesse au centre de tout ce que je défends et tout le temps. Les jeunes ont toujours été défendus par moi. J'ai toujours été comme ça. Bon, après, souvent, il arrive qu'on ait beaucoup la mémoire courte. Les gens, souvent, ont besoin de réécouter certaines choses, de réécouter certaines émissions, certains programmes. Bien que c'était des programmes de musique, mais à chaque arrêt, je profitais pour dire, pour véhiculer pas mal de messages entre les lignes de chaque séquence. Bref, je le faisais comme ça au pif, en fonction de mes inspirations du moment. Et ça n'a pas changé. Je continue d'être le même bonhomme et par rapport aux soucis que j'ai toujours eu sur le devenir des jeunes de mon pays. Moi, je pense que le président de la République et son régime, pendant ces 10 années, auraient pu, par exemple, décider de se faire le programme suivant. C'est-à-dire s'asseoir ensemble, réfléchir et cibler des secteurs d'activité qui n'exigent pas aujourd'hui à ce qu'on soit forcément des Sorbonnards, qui n'exigent pas à ce qu'on vienne de Lomonosov de Russie, qui n'exigent pas à ce qu'on vienne de Oxford de l'Angleterre ou de Harvard des États-Unis. Ça ne nous exige pas cela. Ça n'exige pas cela. Ce sont des formations qu'on aurait pu faire en venant des écoles moyennes, en fonction déjà de la base du niveau intellectuel des jeunes qu'on prend. C'est-à-dire que le niveau scolaire ne soit pas forcément dans un premier temps un facteur rédhibitoire. Parce qu'il y a des jeunes hyper volontaires qui n'ont pas beaucoup étudié, qui, lorsqu'ils parlent par exemple dans notre langue officielle qui est le français, c'est laborieux, mais vous arrivez tout le temps à les comprendre. Il y a eu ça même chez certains adultes. Je cite l'exemple le plus éloquent. L'un des plus grands hommes d'affaires de tous les temps. Je regrette beaucoup son époque parce que son époque, comparativement à maintenant, bon, c'est un autre débat. Nous ne souffrions pas comme ça sur le plan des prix quand c'est eux qui dominaient le commerce. Lui et sa génération. Je parle de monsieur Super Bobo. À chaque fois qu'il prend la parole, qu'il parle, il y a des gens qui riaient, il y a des gens qui se moquaient de son langage, de son français. Il a toujours voyagé, il est allé dans les grandes organisations patronales, il a rencontré des patrons du monde, il a parlé comme il sait parler, mais il a toujours réussi à véhiculer ce qu'il veut véhiculer comme message. Pour dire pomme de terre, il dit pompiter, des choses comme ça. Il disait comme il savait le dire et il se faisait comprendre. Cet homme a réussi à montrer qu'on n'a pas besoin parfois, quand on a des bonnes idées, de venir des plus grandes écoles ou d'être des experts sur le plan de la rhétorique pour être bon dans ce domaine. Quand on a vraiment un truc. Après, je ne dis pas que c'est un commerçant qui a étudié le commerce, non. Mais il a eu le sens des affaires. Ça, c'était un don et ça a marché. Mais il y a des gens comme ça qui ont le sens des affaires, mais à qui il manque le truc. Comment institutionnaliser comment organiser, ficeler
et faire de leur petit secteur d'activité, de leur petite activité quelque chose d'étudié, d'analyser, de mûri, de réfléchi, de coucher sur papier. Il y a juste en général des petites notions qui manquent à ces gens-là sur le plan du commerce. Mais moi, je parlais de quel secteur d'activité? Je parlais par exemple de tout ce qui est bâtiment, le secteur des BTP, tout ce qui est le secteur de la menuiserie, que ce soit métallique ou avec du bois. Je parle aussi du secteur de la couture. Je parle surtout et par-dessus tout, de la mécanique. Les engins roulants sont devenus aujourd'hui nos compagnons inséparables. D'ailleurs, quand ça manque, tous les prix flambent. La vie est chamboulée. Quand le carburant il augmente, c'est extraordinairement impactant sur notre vie de tous les jours. Donc, par-dessus tout, la mécanique. L'autre plan, pourquoi la mécanique? Parce que, avec les épaves qui roulent tout le temps chez nous, et ce que ça nous coûte tout le temps en vies humaines, et par-dessus tout, je mettais ce secteur devant. Pour moi, le président de la République aurait pu décider de se dire, allez, la mécanique, la couture, la cordonnerie, si vous voulez, la menuiserie, la mécanique, de prendre au moins 300 jeunes de chaque secteur, faire des tests, faire des recrutements sérieux des jeunes à travers le pays entier. Ne pas les prendre qu'à Conakry, allez les prendre jusqu'au fond, c'est-à-dire jusque dans le dernier village de la Guinée. Prendre 300 personnes dans chaque secteur. 300 pour la mécanique, 300 pour la menuiserie, 300 pour la couture, 300 pour la cordonnerie, 300 pour, comment dirais-je, les bâtiments, les métiers du bâtiment. Former ces gens. Alors on va me dire que ça coûte très cher de prendre 300 personnes de chaque secteur que je viens de citer et de les amener dans les grands pays à travers le monde entier. Ou des pays moyens. Même en Afrique ici. Des pays du Maghreb par exemple, qui sont très très avancés sur pas mal de petits métiers qui peuvent encore nous servir chez nous pendant des décennies. En tout cas, leur niveau de compétence à eux. Il y a même certains grands pays autour de nous. Le Nigeria, par exemple, aujourd'hui est un géant sur le plan de tout ce qui est BTP. Il y a beaucoup de métiers aussi. Regardez, allez dans les nouvelles villes nigériennes, comment ça évolue, comment c'est construit. C'est pas tout le temps des étrangers qui vont là-bas pour les construire chez eux. Ça avance bien, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de savoir qu'ils peuvent partager avec nous. Former des gens sur tous ces secteurs d'activité-là, au moins 300 personnes. Investir sur eux. Si on ne peut pas envoyer des gens dans les grands pays pour qu'ils aillent être formés et revenir, trouver que avant qu'ils n'arrivent, que l'État a investi, a pris des terrains, a investi dans des grands entrepôts, dans des grands domaines, pour les doter en termes de matériel. Pour que ceux qui sont formés en matière de mécanique s'attaquent à ce domaine-là, pour que le charlatanisme puisse s'arrêter. C'est-à-dire, je prends ma voiture, la chose que je crains quand j'achète une voiture en Europe pour l'amener en Afrique, le jour où ça va se gâter, quel est le mécano qui va me la réparer? Sans me faire le charlatanisme, sans me dire, ah, moi je pense que c'est les vanneaux JR qui ne marchent pas. Une fois que j'ai investi dans ça, on a fait, ah, moi je croyais que c'était ça. On a réfléchi, on a tout fait, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne va pas regarder le dynamo? J'investis dans ça aussi, etc., etc. Que des gens qui désormais vont parler de voitures, que ce soit des gens qui savent de quoi ils parlent. 300 jeunes comme ça que je fais venir, que je mets dans des grands ateliers, dans lesquels l'État a investi, les gens ils y travaillent, ça se gère avec l'État, ils sont salariés, et à qui on va aussi confier, une fois qu'ils sont rentrés de leur formation, ou une fois qu'ils ont fini leur formation sur le terrain, avec des grands mécaniciens, des grands enseignants de tout ce qui est technique de menuiserie, tout ce qui est technique des métiers du bâtiment, qu'on fait venir en Guinée, dans les écoles, on enseigne des gens, que des gens puissent vraiment maîtriser la chose. Quand quelqu'un décide demain de prendre une paire de ciseaux pour faire des habits, qu'il sache à quoi il doit obéir. Par quoi commencer? Pourquoi il fait ça? Quand il prend ta mesure, pourquoi il doit faire en sorte que ça soit vraiment la mesure qu'il a eu à prendre pile poil? Que de te donner tes habits. Toi, tu essayes. Ah, ici, c'est serré. Demain, tu ramènes. Tu déposes encore tes habits. Ah, il défait là. Ah, ici, c'est pas bon. Souvent, ça te décourage et tu te retournes. Si tu n'as pas beaucoup de moyens d'aller dans les grandes boutiques en Guinée, que tu te retournes pour aller acheter de la friperie. Pour encore appauvrir
Ceux qui confectionnent à la main souvent des toiles extraordinairement jolies. Chez nous, il y a beaucoup de tailleurs chez nous, par exemple, qui ont découragé les gens. Moi, en Guinée, si quelqu'un ne m'offrait pas un pagne, souvent me forçait pour aller le déposer sur un styliste, un tailleur, c'est un bien joli mot pour eux, un tailleur, je n'y allais pas. J'ai les moyens, je vais dans les boutiques, j'achète des habits, j'ai pas les moyens, je marche chez moi. Allez, je marche vers la gare routière, je vais à Bordeaux, je me prends ce que j'ai à prendre. Au moins, j'ai pas mal à la tête. Mais pour pallier à tout ça, des gens qui sont formés, et qu'on sait qu'ils sont là, ils sont formés. Une fois qu'ils ont pris ta mesure, ça va bien marcher. Ou une fois qu'ils ont diagnostiqué les problèmes de ta voiture, c'est la vraie, comment dirais-je, panne qu'ils détectent et qu'ils te disent. Une fois que les choses marchent comme ça, eh bien, ça va se savoir dans le pays et ça va communiquer de bouche à l'oreille et la mécanique va quitter dans le charlatanisme, dans l'amateurisme, dans l'apeupaïsme. Ça va quitter là-bas et ça va se retrouver à l'école. La menuiserie aussi. Celui qui va prendre un morceau de bois pour essayer de faire comment dire, une table pour toi, il saura pourquoi il doit mettre par exemple une table d'aplomb, pourquoi, pourquoi c'est important de mettre tel autre élément au niveau de la table, pourquoi il faut par exemple privilégier les vis à la place des clous, des pointes, pourquoi il faut faire ci, il faut faire ça. Le métier va lui apprendre des choses qui vont lui permettre d'arrêter de faire la menuiserie à l'importe-pièce. On les forme. Et une fois qu'eux, ils ont fini leur formation, on les confie aussi des jeunes. L'État a investi sur eux. Et eux, ils travaillent avec l'État, ils repartent des choses, ils gagnent leur salaire. L'État aussi amortit des choses. Et eux aussi, on leur dit, voici des jeunes qu'il faut former. Il faut obligatoirement former ces jeunes-là. Ces jeunes-là, dans l'avenir, ils seront évalués pour savoir est-ce que vraiment c'est des jeunes qui ont compris le savoir que eux qui ont été formés par l'État ont reçu. Et tout maître qui réussira ce travail-là, l'État investit pour lui, pour qu'il puisse être autonome, qu'il puisse avoir son atelier, qu'il puisse être indépendant de l'État, parce qu'il a rendu à l'État ce que l'État lui a rendu. Je pense que c'est quelque chose qui n'allait pas coûter le monde Nimba, ou tout le Simandou, ou toute la République de Guinée à l'État. Ce sont des choses qu'on aurait pu faire. Et en plus, quel est l'avantage de ce genre de choses dans un pays? Former des jeunes. Apprendre, et puis des trucs pratiques. Pas les prendre, les emmener dans l'université. Ah ouais, moi j'ai fait administration, comment dirais-je, j'ai fait administration. Ah, moi j'ai fait économie, finance. Ah, moi j'ai fait droit des affaires. Je ne parle pas de ces choses-là. Je ne dis pas que ces études-là ne sont pas bien. Moi je parle des domaines pratiques, des domaines demandés dans notre vie de tous les jours, qui vont permettre à ces gens qui vont prendre tout leur temps pour être formés à l'école, de vivre. Parce que les gens, ils ont besoin de ces secteurs. Et pendant que l'État est en train d'investir dans ces secteurs-là, l'État met des mécanismes sur place pour que les gens n'aient pas le choix que d'aller vers ces gens-là. Par exemple, les mécaniciens. Qu'on mette des structures en place qui empêchent les véhicules de marcher comme ils marchent pour qu'ils arrêtent de tuer les gens chez nous. C'est-à-dire les véhicules qui marchent parfois, les roues ne sont même pas serrées, moindre virage. Il y a une roue qui s'en va et la voiture, elle fait des tonneaux, etc., etc. Que l'État mette des gendarmes, des militaires, des gendarmes partout, des policiers partout pour traquer des véhicules qui refusent d'aller faire des visites techniques. Que ça coûte ce que ça coûte. Ou c'est ça, ou c'est rien. Ou tu arrêtes de rouler parce qu'une vie vaut mieux que toi, ta voiture. Que l'État traque les gens à aller à aller faire des contrôles techniques. Et une fois que les contrôles techniques révèlent que c'est pas bon, les gens seront obligés d'aller chez les mécaniciens. Pas n'importe qui. Parce qu'ils savent que si tu vas chez un mécanicien, qu'il te donne un faux diagnostic, si tu repars, il fait semblant de réparer ta voiture. Tu repars et pour faire ton contrôle technique, on te dira que rien n'a été fait. La même panne va être révélée. Donc tu iras chez les bons gens. C'est une chaîne comme ça qui va pouvoir être effectuée et ça va marcher. Ça va faire son effet. Ceux qui ont été formés, ceux qui savent de quoi ils parlent et qui parlent de ce qu'ils savent, seront les privilégiés. Les gens iront chez eux. Les autres chercheront à se former, à savoir, à avoir, si vous voulez, le savoir qu'il faut pour être des bons gens, pour être crédibles, ou ils disparaîtront. Voilà ce que l'État aurait pu faire pour des secteurs d'activité que j'ai énumérés là. Et un jeune qui sait qu'il a été formé jusqu'à un certain niveau, demain par exemple, Oumar Soulkaba va créer un parti politique, il va vouloir que des jeunes viennent manifester pour lui parce qu'il n'est pas d'accord avec l'État pour exister.
Mais ces jeunes-là, s'ils partagent mes idéaux, ils viendront avec moi pour manifester, c'est vrai. Mais je vous assure, au nom de tous ceux qui me cherchent, sous la valeur de tous ceux qui me cherchent, ils réfléchiront avant de manifester pour moi et avant d'aller dans les excès. Des excès qui risquent de leur causer des choses incroyablement dommageables. Des dommages complètement irréversibles. Parce que désormais dans leur tête, oui, il faut que le pays marche, il faut crier son ras-le-bol lorsque l'État ne fait pas bien les choses. Oui, il faut le faire. Il ne faut surtout pas que ça cesse dans un pays, sinon on rentre vraiment dans quelque chose de spécial. Quand les gens ne sont pas contents qu'ils puissent le dire, mais quand des jeunes pareils, qui ont désormais quelque chose dans la tête, qui ont été formés à un métier, qui savent que ce métier-là, ça va leur permettre non seulement de retrouver leur dignité d'homme et de femme, mais leur vraie place, la place qu'il faut, à la hauteur du sacrifice de leurs parents. Quand ils savent que les formations, les connaissances qu'ils ont désormais peuvent les permettre non seulement de fonder des foyers, de bâtir des familles, de faire des enfants, de ne pas avoir peur de ce que demain leurs enfants mangeront au petit déjeuner avant d'aller à l'école, mais ils se rendront compte d'une autre valeur d'eux-mêmes. Ils connaîtront une autre valeur d'eux-mêmes. Ils se rendront compte de ce qu'ils valent désormais. Et à chaque fois qu'il faut prendre la rue pour aller, par exemple, manifester, pour aller crier leur ras-le-bol, ils pèseront non seulement le poids de ce qu'ils valent dans la vie, de ce qu'ils doivent coûte que coûte défendre désormais, parce que rester en vie, c'est important, et mettre suffisamment de pression. Donc, ils peseront les deux, entre mettre la pression et éviter les excès qui peuvent déraper jusqu'à ce que moi-même j'y reste. Attention, je ne suis pas en train de dédouaner les excès, les répressions, parfois des bavures ou parfois des facilités pratiquées souvent dans certaines forces de l'ordre qui, au lieu de maintenir de l'ordre comme il faut, parfois, il arrive que certaines brebis galeuses se laissent aller dans une certaine facilité ou peut-être paniquent, donc tout de suite optent pour la facilité, il faut que je tire. On n'est pas en train de dédouaner ça, non. Mais on est juste en train de dire que quand un jeune est conscient d'une certaine valeur de lui-même, il réfléchit par 1000 fois avant de se retrouver dans des parties de manifestation qui peuvent virer à des excès qui lui peuvent l'engloutir. Il réfléchira. Entre aller faire des manifs pacifiques, entre mettre suffisamment de pression, peut-être, brûler quelques pneus pour essayer d'ériger des barrières, pour pas que les forces de l'ordre passent facilement pour les attraper. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent se comprendre. Ça se fait dans les plus grands pays du monde. Je vis en France aujourd'hui, je vois les gens manifester, je sais comment ça se passe. Souvent, on brûle des choses, tout ça pour barrer la route, pour empêcher que les policiers roulent vite pour les attraper. Tout ça, c'est l'instinct de survie. Vous comprenez? Mais il y a certains excès auxquels j'assiste. J'ai difficilement vu ça dans ma vie. Bref, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est former des jeunes. C'est que je suis convaincu que quand on forme les jeunes comme il faut, les jeunes auront une autre valeur d'eux-mêmes. Ils en seront conscients, ils réfléchiront. Et en plus, quand ils ne sont pas désœuvrés, ils n'auront pas de temps pour certaines choses. Je ne dis pas qu'ils abandonneront leur pays dans les mains de ceux qui le dirigent mal. Non. J'ai dit qu'ils trouveront un juste milieu entre défendre celui-ci et ne pas mettre leur vie en péril. Il faut que l'État entende ça et que l'État investisse sur la formation des jeunes. Sinon, nous sommes vraiment mal barrés, la famille. J'espère que cette vidéo sera d'une petite utilité au moins, qu'au moins une personne la partagera et que ça sera vu au moins par quelqu'un qui est très proche de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Qu'ils sachent qu'il y a des Guinéens qui pensent à ça. Moi, je ne suis pas le seul. Je suis sûr que même parmi eux, là-bas, il y a des gens qui y pensent. Et ils ne doivent pas se dire que c'est une priorité. Le tronc commun, là, l'école, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut créer des écoles alternatives pour d'autres personnes, pour qu'ils puissent contribuer à la vie de leur pays, pour qu'ils puissent continuer à contribuer au développement de notre pays. Chacun, à son échelle, puisse faire quelque chose dans l'édification de notre patrimoine commun qui est la Guinée. Auditeurs, enfin, téléspectateurs, parce que chacun peut rester dans sa chambre aujourd'hui pour faire ces émissions télé. Merci de l'avoir regardé et j'espère que, voilà, ça ne vous a pas trop ennuyé.